Donc, nous avons beaucoup travaillé avec les partenaires sociaux, donc 8, 4 salariaux et 4 partenaires. Alors évidemment, dans les secteurs essentiellement du tourisme, là où il y a une forte présence des travailleurs saisonniers. Et on a, au-delà du service questions saison, travaillé ensemble notamment sur toutes les problématiques d'emploi, de formation, de protection sociale, d'accès à la santé, de logement, de transport, et à force de travailler, de voir ce qu'il se faisait aussi sur certains territoires en termes expérimentaux, de regarder toutes les améliorations de certaines conventions collectives, pour la reconduction des contrats, pour un certain nombre d'actions, on s'est rendu compte qu'en fait, le contrat de travail à durée déterminée, qui est l'usage normal pour embaucher donc des saisonniers, en fait, était quelque chose de limitant. Et donc, on a, en 2014, décidé de travailler ensemble sur l'exploration de ce qu'on a appelé l'embauche des saisonniers en CDI, alors par le biais de tiers employeurs, là j'utilise des mots plus techniques, et les partenaires sociaux que j'évoquais donc ont même signé une déclaration commune visant à faire en sorte que nous puissions travailler dans ce cadre-là, alors en explorant l'utilisation du travail intérimaire, de l'entreprise de travail en temps partagé, du groupement d'employeurs bien évidemment, mais aussi donc de la coopérative d'entrepreneurs, dans une version alors totalement innovante, expérimentale, qui serait une coopérative de pluriactifs. Si un territoire souhaite véritablement sécuriser les parcours professionnels des saisonniers travaillant sur son territoire, avec l'objectif de les faire travailler sur une double saisonnalité, été-hiver pour faire court, avec l'adjonction de nouvelles compétences, nous avons des outils juridiques qui sont totalement utilisables. Ils ne sont pas parfaits à 100%, mais enfin, on peut aujourd'hui mettre en œuvre ces véritables parcours qui auront, de fait, un effet sur le logement des 10 saisonniers, parce que si on arrive à installer quelqu'un sur un territoire toute l'année, sur 2 activités, voire 3, on n'a plus un problème de logement saisonnier, on a un problème de logement tout court. Mais là, on a les outils. La loi Montagne donc de décembre 2016, dans ses dispositions, donc, elle impose aux communes touristiques, donc les 850 communes touristiques de France, de signer avant la fin 2018, donc décembre 2018, donc de signer une convention avec l'État portant sur l'amélioration du logement saisonnier des saisonniers qui travaillent sur leur commune. Donc toutes les communes se sont penchées sur ce sujet. Donc, dans la convention, il est prévu qu'il y ait un diagnostic donc de l'emploi saisonnier, de la demande de logement saisonnier qui ne concerne que les saisonniers venant de l'extérieur. Bien évidemment, les locaux, a priori, n'ont pas besoin d'être logés. Et s'il y a un déficit de logement saisonnier sur la commune, elle doit proposer un plan d'action et donc le définir et avec des objectifs, et ensuite donc elle a 3 ans pour le mettre en œuvre. La sanction éventuelle pour les communes qui ne signeraient pas cette convention, c'est qu'elles pourraient se voir retirer l'agrément commune touristique. Donc dans ce cadre-là, Action Logement donc, a décidé d'accompagner les communes dans la définition donc, du plan d'action et dans l'évaluation de leurs besoins en termes de logement. Pour cela, donc, ils ont lancé un appel d'offres donc, visant à étudier effectivement le logement des saisonniers, alors sur un territoire déterminé, la Haute-Savoie, mais avec l'idée que ce territoire est un territoire expérimental et que la méthodologie qui sera mise au point sur ce département est évidemment valable pour les 14 départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Donc aujourd'hui, effectivement, nous travaillons sur le recensement, enfin le dénombrement en fait, des travailleurs saisonniers donc, qui travaillent sur 26 communes sur la cinquantaine donc, communes touristiques de la Haute-Savoie. Bon, les 26 communes qui représentent 90% des lits marchands, hein, pour vous donner l'ordre de grandeur. Donc le dénombrement donc, des saisonniers, à l'intérieur duquel on définit donc, les saisonniers qui viennent de l'extérieur. Et puis, à l'intérieur de ce groupe de saisonniers qui viennent de l'extérieur, ceux qui ont besoin d'un logement. Voilà, c'est ce qu'on cherche à déterminer. Alors, en mobilisant évidemment la commune concernée, mais aussi les commerçants, les organisations syndicales de salariés et les organisations patronales, évidemment, parce qu'on n'aura pas de données très précises, on va avoir des données sur l'emploi et après on va appliquer des ratios, mais partagés avec les acteurs locaux hein, qui connaissent le mieux leur territoire. On peut construire des logements dédiés qui sont occupés 4 mois dans l'année, pour faire, je caricature un tout petit peu, donc la question de la rentabilité de l'opération se pose. Alors c'est ce qui s'est fait en Savoie, hein, 5000 logements ont été construits sur ce schéma-là, mais donc l'employeur complète paye un droit de réservation pour compléter ce qui manque dans le budget. Donc ça c'est l'opération lourde, qui entre le moment où on commence à y penser et où on livre le bâtiment, on est en montagne, c'est une dizaine d'années, hein, et puis c'est des investissements effectivement très conséquents. Puis à l'autre extrême, ce qui est assez intéressant, c'est ce qu'on appelle la mobilisation de logements. Donc il y a un certain nombre de logements touristiques qui sont inoccupés, non loués, bon, on appelle ça les lits froids, les volets clos, enfin peu importe. Donc quand on contacte le propriétaire et qu'on lui dit qu'on veut bien louer son logement pendant 5 mois et que c'est l'employeur qui va le louer, quelquefois ils sont d'accord, pas toujours, hein, parce qu'ils peuvent toujours rêver de louer une semaine à 3 000 €, mais enfin j'ai bien dit rêver. Et à ce moment-là, l'employeur, une fois qu'il a loué ce logement, peut le mettre à la disposition de son salarié, au sens du Code du travail, ou le sous-louer au sens du Code de la construction, peu importe. On a bien mobilisé un logement qui existe, et ce logement-là, il est dans le centre de la station, il est diffus, hein, il n'est pas concentré à un seul endroit. Voilà, donc et là, ce logement-là, en plus, il est disponible. On commence en septembre, on peut avoir du logement au mois de décembre. Je simplifie à l'extrême, enfin c'est ça l'idée. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il fallait que nous débloquions un aspect législatif que je vais qualifier caricaturalement du monopole de l'agent immobilier. Et donc on a pu, grâce à un amendement passé dans la loi montagne, faire en sorte que, sans toucher au monopole de l'agent immobilier, en tout cas maintenant les communes peuvent aussi intervenir sur ce champ-là, de la mise en relation d'un logement entre un propriétaire et un locataire. Un poste logé pour un employeur, ça veut dire qu'il va avoir a priori un candidat mieux formé, plus motivé. Je m'adresse à des spécialistes de la relation sociale, donc j'hésite à utiliser en tout cas de meilleurs saisonniers que ceux qui viennent en fin de course et puis qui vont aller vers des emplois qui seraient éventuellement pas logés. Donc l'employeur se donne les moyens d'avoir un meilleur recrutement, si vous préférez. Et puis se donne les moyens de faire revenir plus facilement le saisonnier qui a donné satisfaction. Le saisonnier a été logé dans des conditions tout à fait normales, donc il aura plutôt tendance à revenir au même endroit que de prendre un emploi qui serait non logé. Non logé, c'est pas simple pour le saisonnier. Donc pour l'employeur, c'est vraiment un facteur important. Alors on dit fidélisation, de fidélisation. Alors déjà de recrutement et de fidélisation de son saisonnier.